Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. On va changer un petit peu. On va vous donner un petit peu notre expérience pratique sur les AI et les agents. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché du tout? Donc c'est aussi intéressant, je vois. On voit pas. On voit? Non. Non? Oh non. C'est bon. Ah, ça marche bien. Bon. Bah, je sais pas. Il n'y a pas d'inférence dedans, mais parfois... Cool. On y est. Nice. Tout bon. Donc, déjà, présentation vite, je suis Luca Magnoni et je suis CTO chez Alpian. C'est mieux comme ça? Oui, parfait. Sébastien, moi je vais faire une petite présentation. Sébastien, ça fait partie de la Data AI équipe, avec Jérôme aussi. Pour toutes les questions techniques, c'est eux. Moi, je suis là que pour faire un petit peu de contexte. Alors, vite fait, comme on a dit, l'idée de la présentation, c'est pour donner un petit peu d'expérience concrète au niveau de AI et AI application. Alpian, c'est, on peut dire, une réalité un petit peu récente de la finance suisse. C'est une banque digitale. On a obtenu la licence FINMA 2022. Donc, on a ouvert les portes il n'y a pas longtemps. Et donc, ça, on a lancé cette idée d'ouvrir une plateforme, une banque digitale pour offrir les services un petit peu de everyday banking, mais aussi pour des investissements de la wealth advisory un petit peu comparables à les services que d'habitude sont offerts par le private banking. Et avec cette idée de le faire de façon plus ouverte à un public plus large, on peut dire ça. Et on a décidé justement de le faire avec la technologie au centre. Donc, arriver à utiliser la technologie pour offrir des services de façon plus scalable et efficace, on peut dire ça. Donc, les choix que vous voyez, c'est des choix qui viennent de là. C'est une banque mobile first, donc on a que l'application mobile pour accéder aux services. On a construit tout sur le cloud, on n'a rien d'autre. Et bien sûr, on peut dire que c'est un petit peu digital native. Donc c'était une très belle expérience d'avoir à construire un petit peu une banque from scratch. C'est un des rares cas où on n'a pas de legacy, on n'a rien qui vienne d'une époque passée. Donc, au niveau des fonctionnalités, comme je disais, c'est un petit peu le service un petit peu classique comme on a vu, on a toute une partie de gestion des clients, de gestion du wealth, service de cartes, paiement FX. Mais la chose un petit peu plus intéressante dans les contextes de ce soir, c'est qu'on a choisi justement de construire avec un principe d'avoir une plateforme au centre, construite in-house. Donc, avoir cette idée d'avoir une équipe de développement capable de construire avec des connaissances techniques bien avancées. On a bien travaillé sur un stack technologique plutôt simple. On a fait un petit peu de la efficiency là-dedans pour ne pas avoir à gérer trop de variables dans le contexte. Et surtout, on a aussi choisi où investir quand on avait intention d'innover. Donc, où c'était intéressant de construire et où c'était intéressant justement de buy, d'utiliser les services que les partenaires qu'on utilise, par exemple, on est sur Google Cloud Platform,
ils offrent à leurs clients. Et vous verrez que justement l'approche qu'on a suivie, ça suit un petit peu cette idée-là. Avoir construit justement une compétence technologique plutôt avancée, ça nous a permis de jump sur les AI train plutôt à l'avance. Donc on est parti il y a 2 ans et quelques mois avec classique, chatbot, FAQ sur chatbot, agent interne, et on a appris. Et l'expérience que Sébastien va vous donner, ça va justement aller dans les choses qui ont marché, les choses qui ont moins bien marché. Et où on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a, les agents, c'est devenu un petit peu la matérialisation de l'AI pour les différents besoins. On a bien sûr des besoins très différents sur des besoins internes et des besoins client-facing. Et je crois que c'est aussi quelque chose de très spécifique dans le domaine bancaire. L'opportunité d'optimiser les processus bancaires à travers l'AI, c'est quand même énorme. On a beaucoup de choses où l'AI peut aider. Ce n'est pas facile, pour toutes les raisons qu'on a bien vues dans les autres présentations, mais l'opportunité est là. Et donc, nous, on a choisi, ça c'est un petit peu à haut niveau, mais on a des agents pour la partie engineering, dans la façon que nous, on fait le développement du code. C'est même pas à mentionner dans ces contextes. On a des agents sur la partie customer support. Donc, dès qu'il y a un front-facing, le front qui ouvre un ticket, il y a un agent qui aide sur la résolution. On a aussi beaucoup ou de retours sur la partie business intelligence, donc des agents qui sont plutôt capables d'utiliser pas que les données externes, mais aussi les données internes pour faire de la analytics, data insight, etc., etc. Et finalement, à la fin, un petit peu, là, on a construit, et ça vient dans l'ordre temporel dans lequel on a mis les choses en place, on a construit client-facing agent, donc des agents qui vont justement offrir des fonctionnalités à notre client dans les différents besoins. Et bien sûr, il y a une complexité qui vient de la technologie telle qu'elle, et aussi une complexité qui vient dans les domaines dans lesquels on opère. Sur le regulated world, il y a des choses qui deviennent pas optionnelles, dans le sens. Toute la partie sur la testing and validation, c'est quelque chose qu'on a eu à gérer depuis le début. La partie monitoring, la partie governance et la partie explainability, c'est des choses qui ont c'est des choses qui sont mandated par les régulateurs. Donc, on doit, pour offrir quelque chose à notre client, on doit être capable de démontrer aux auditeurs et tout ça qui fonctionne dans les règles que la FINMA dans notre cas, ou même la European Regulation, parce qu'on est aussi dans un contexte européen, ils définissent. Et vous verrez maintenant avec Sébastien de quelle façon on a résolu ça. Donc, je laisse la parole. Merci. Luca vous a mentionné plusieurs agents qu'on a mis en production, mais laissez-moi vous parler du premier agent que nous avons construit. Quel problème avons tenté de résoudre et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le premier agent, le souci qu'on avait était que si les clients avaient des problèmes, ils passaient par l'interface de l'application Alpian pour chatter avec un conseiller à la banque. Si jamais ce conseiller était capable de répondre à la question directement, il le faisait. Ou sinon, il transférait ça via un système de ticketing, donc Jira si vous connaissez, aux équipes d'ingénieurs pour qu'ils aillent investiguer dans les logs, les différents services, etc. Le problème, c'est que on avait souvent des problèmes, disons, récurrents ou simples à traiter, entre guillemets, et ça faisait que souvent, pour l'équipe d'ingénieurs, ils se mettaient à devoir trouver des solutions à des problèmes qu'ils voyaient sans cesse. Donc,
pour pallier à ce problème, les employés d'Alpian ont commencé à écrire une base de connaissances avec des solutions communes à des problèmes. Donc ça fonctionnait bien, sauf qu'avec le temps, cette base de connaissances s'est agrandie de plus en plus. Et puis, plus cette base de connaissances augmentait, plus c'était difficile pour à la fois les équipes d'ingénieurs et les conseillers de trouver les solutions nécessaires. Donc on s'est dit qu'on pouvait remplir ce gap avec un agent de support capable de se connecter aux documents écrits par les employés d'Alpian et également des outils externes pour pouvoir obtenir plus de contexte. Donc cette solution fonctionnait super bien. Le seul problème, c'est que on a tenté de trouver on a apporté une solution, mais concrètement, ça a ajouté une tâche supplémentaire pour les conseillers parce que ils avaient un problème avec leurs clients. Première étape, c'était aller parler avec le chatbot. Si jamais c'était un problème non récurrent, non commun, etc., ils devaient de nouveau aller sur le système de ticketing et réexpliquer le problème. Donc concrètement, ça voulait dire qu'ils devaient donner le même contexte, en gros, 2 fois. Donc avec le temps, les conseillers ont commencé à avoir un peu la flemme d'expliquer le problème 2 fois. Donc, ils ont choisi la solution de facilité, c'est-à-dire aller directement sur Jira, expliquer le problème une fois en se disant bon, les ingénieurs ils trouveront la solution. Donc avec le temps, notre agent de support a fini par être de moins en moins utilisé sous cette forme-là. Donc on s'est dit, on va transformer un petit peu la manière d'interagir avec l'agent en le mettant directement dans le système de ticketing. Ce qui fait que maintenant, les conseillers avaient une seule manière d'interagir avec le reste de l'équipe support, c'est-à-dire à la fois les ingénieurs et puis cet agent de support, à travers Jira directement. Et donc, on le voit ici avec cette démo. Alors, c'est un peu petit, je vous l'accorde. Mais en gros, si on était dans la peau d'un conseiller, on aurait ça comme problème. On aurait un client avec un problème, donc il n'arrive pas à créer de carte virtuelle, et on crée notre ticket en disant, en donnant le Customer ID, un screenshot du problème et un titre décrivant qu'est-ce qui se passe. Donc concrètement, c'est pas beaucoup pour travailler. Donc je vais avancer un petit peu, mais disons que dans le processus qu'on a implémenté, tout ce contexte est donné à l'agent. Donc à travers un RAG, il a accès à toutes les bases des connaissances des problèmes récurrents. Et comme j'ai dit précédemment, il a aussi accès à des third parties pour obtenir des informations un peu plus précises sur l'agent, sur le customer. Donc là, je vous ai donné uniquement le Customer ID, mais il est capable d'obtenir. Donc voilà. Après quelques secondes, on arrive à voir que c'est vraiment très petit, mais il arrive à déterminer juste par le Customer ID en allant checker dans les third parties que ce customer est en statut suspendu, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à créer de carte virtuelle. Ceci en se basant sur le RAG qu'on avait mis en place, donc sur les articles écrits par les employés. Il donne également la suite les étapes à faire pour solutionner le problème, et en particulier, il donne la possibilité aux conseillers d'interagir encore plus avec l'agent en gardant ce même contexte. Donc là, imaginons on est toujours dans la peau du conseiller, il a reçu la réponse qui lui dit que c'est suspendu, le conseiller aimerait investiguer un petit peu plus, donc il pouvait simplement aller sur le lien donné par l'agent, continuer la conversation, essayer d'investiguer lui-même. Donc là, pour cette démo, le conseiller demande simplement de lui donner la liste des transactions. Peut-être qu'il y en a une qui était problématique et donc ça a suspendu le client. Enfin bref, le point important que j'aimerais amener ici, c'est qu'on a la solution à notre problème était d'intégrer ce nouvel outil IA dans le flow que les conseillers avaient l'habitude d'utiliser. Maintenant, en voyant ce super agent de support, les autres équipes, autres que les conseillers et les ingénieurs, se sont dit « Ah ben, on aimerait bien avoir aussi notre propre agent IA pour aussi faire des choses similaires. » Sauf que là, ce qu'on avait implémenté, la manière d'interagir avec lui, c'était à travers Jira.
Donc c'est un point d'entrée. Et puis si jamais on veut implémenter d'autres agents, le problème qu'on avait, c'était qu'on avait une interface par agent. Donc imaginons, on a un agent de support, mais on pourrait avoir un autre agent de business intelligence, un autre agent encore. Et bref, au final, on se retrouve avec une multitude d'interfaces pour interagir avec des agents différents. C'est pas très pratique. C'est là qu'on a shifté, enfin, comme a dit Luca, on est dans le cloud, et en particulier, notre cloud provider, c'est Google. Google est très fort dans tout ce qui est IA actuellement, donc on voit que toutes les semaines, tous les mois, ils releasent des nouveaux produits, enfin, en tout cas, dans le domaine de l'IA, ils sont vraiment très bons, il y a tout le temps des nouveaux produits. Donc, on est tombé sur un nouveau produit qui s'appelle Gemini Enterprise, avant appelé Agent Space, qui est un peu, enfin, vous avez probablement déjà interagi avec un outil similaire comme ChatGPT, Anthropic directement, mais là c'est plutôt pour les business. Donc en plus d'avoir un LLM à portée de main, il peut également se connecter avec des sources externes, comme faire simplement Google Search, mais aussi des sources internes, tout en gardant l'aspect sécurité. Donc là par exemple, pour les cas de support, on pouvait directement connecter Gemini Enterprise avec la base de connaissances qu'on avait déjà. Donc, on a cette plateforme qui permet d'interagir avec différentes sources de données, mais aussi de créer nos propres agents, et puis il y a aussi plein de features disponibles sur Gemini Enterprise. Du coup, je vous conseille fortement de tester, si jamais. Je ne suis pas sponsorisé par Google. Enfin bref. Donc, c'est un central hub pour qui va contenir tous les agents. Et du coup, on avait un autre problème. C'est-à-dire que pour faire du business intelligence et obtenir des informations concrètes de toutes les données qu'on a chez Alpian, fallait avoir une certaine expertise des outils mis à disposition par les équipes techniques, c'est-à-dire Grafana, BigQuery. Enfin, si jamais quelqu'un non technique voulait avoir un graphe ou des informations spécifiques disponibles sur Grafana, il devait passer par l'équipe technique. Et ensuite, l'équipe technique générait ce graphe et ça passait de nouveau à la partie business. Mais donc, on avait toujours ce cycle qui était potentiellement lent. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre un agent là-dedans pour permettre à la partie business d'être plus indépendante dans toute cette histoire et aussi d'utiliser Gemini Enterprise qui peut accéder à des données internes, en particulier ici BigQuery. Donc, on a créé cet agent, ce Data Science Agent, capable d'interagir avec les données BigQuery directement. Tout ça en transformant n'importe quelle requête en langage naturel en données interprétables et tunable, donc personnalisables. Là, par exemple, question tout simple de la distribution des âges des clients chez Alpian. Au lieu de passer par un ingénieur pour pouvoir créer un dashboard sur Grafana, on peut le faire directement. Maintenant, on peut très bien avoir un agent de superbe qualité qui fonctionne parfaitement bien, mais si les données utilisées par l'agent ne sont pas terribles, l'agent ne peut pas non plus être excellent. Donc il y a quand même un travail à faire au niveau des données. Alors, les schémas que j'ai ici sont peut-être un peu techniques, mais en gros, il faut diviser ça en deux parties. La partie de gauche est la partie qui était déjà présente. Donc chez Alpian, on a cette architecture en microservices, avec, donc là en particulier, on voit les paiements, les cartes, les customers. Donc chacune de ces entités a sa propre base de données. Mais ensuite, quand on veut faire de l'analytique dessus, on ne va pas aller taper directement dans ces bases de données parce que ça pourrait provoquer des interruptions de service. Enfin, on n'a pas envie de faire ça. Donc à la place, on va un peu copier la donnée dans un data warehouse. Donc dans notre cas, c'est BigQuery. Et puis on va faire la transformation de données. Pour ceux que ça intéresse, on utilise le médaillon architecture, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, enfin, dans cette présentation. Enfin bref, tout ce que je veux dire, c'est qu'une fois que les données sont transformées et utilisables, là, on utilise notre agent qu'on a créé sur Gemini Enterprise pour se connecter aux données nettoyées. Et un truc important, vu qu'on reste dans l'écosystème Google, la gestion des droits se fait vraiment très facilement. C'est-à-dire que
l'agent ne peut avoir, enfin, n'a accès aux données, enfin, pardon, l'agent ne peut voir que les données que l'utilisateur pourrait avoir. Donc ça permet d'être sûr que, par exemple, une personne de l'équipe marketing ne pourra jamais voir des informations dont il n'a pas à avoir accès. Voilà. Donc tout ça grâce à l'écosystème Apple, Google, qui nous... bref, être dans cet écosystème Google rend cette gestion des droits vraiment très facile. Maintenant, pour revenir sur le slide de Luca avant, par rapport aux 4 piliers dont on a besoin pour faire de l'IA dans une fintech. Donc on voit les 4 piliers, mais on peut les diviser en 2 en gros. Donc la première partie, ce sera... Avant de rentrer là-dedans, voilà l'architecture en général d'un agent IA. Donc peu importe le framework qu'on utilise, c'est à peu près toujours la même chose. Donc il y a le agent runtime qui va gérer toute la gestion runtime. Donc c'est ce qui est memories, sessions, les tools, etc. La partie modèle, donc là c'est le modèle provider. On peut utiliser Anthropic, Google. Dans notre cas, vous l'avez deviné, on reste chez Google avec leur modèle Gemini. Et puis ensuite la partie engineering platform qui est requise pour tout ce qui est traces, débugage et comprendre concrètement tout ce qui se passe. Bref. Pour la partie gouvernance, donc nous, on a notre équipe AI, elle va lancer les initiatives AI, mais on n'a pas envie d'être un bottleneck dans la banque. Donc, on va découvrir toutes les nouvelles technologies qui existent et puis les présenter au reste à l'entreprise, histoire qu'eux-mêmes puissent implémenter leur propre outil IA, mais tout en gardant, nous, une espèce de vue sur ce qui se passe. Mais on n'a vraiment pas envie de les ralentir. Donc ça, c'est pour la partie gouvernance. Donc nous-mêmes, on ne va pas externaliser la gestion de l'IA pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, pour le contrôle, alors, il y a l'équipe compliance qui est directement impliquée là-dedans pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. Mais ensuite, au niveau du modèle utilisé, il faut faire très attention. Donc nous, on utilise Gemini qui offre une politique de zero retention. Donc on est sûr que même s'il y a des informations, on va dire, sensibles qui sont envoyées au LLM, on est sûr par contrat que rien ne sera stocké ou utilisé chez eux. Et puis aussi, faut faire attention à la région utilisée par le modèle. On ne peut pas simplement utiliser un modèle en région globale ou aux US, parce que du coup, on a moins le contrôle sur où vont nos données. Voilà. Ensuite, pour le reste des 3 piliers dans la FinTech, toute la partie évaluation, logging, tracing, etc., Google nous offre tous ces outils directement sur leur plateforme. Mais c'est important, dans notre pipeline de développement, on fait très attention à avoir une liste de questions auxquelles les agents doivent toujours être capables de répondre correctement. Voilà, pour être sûr que si jamais on implémente une nouvelle fonctionnalité, ça ne va pas tout casser. Voilà. Et donc, en restant chez Google, on a cette plateforme unifiée qui nous permet de tout faire de manière assez simple. Voilà. Maintenant, ce qu'on a appris sur cette année, l'année 2025, où on a implémenté nos différents agents, c'est, principalement, il ne faut pas implémenter les choses soi-même. Parce que la technologie avance tellement vite, toutes les semaines, tous les jours, il y a des nouvelles features qui sont implémentées. Donc, si on implémente tout nous-mêmes, on va toujours être en retard. Donc, le mieux, c'est de choisir un framework. Donc, on avait commencé par LangGraph, si vous connaissez. Ensuite, on est passé sur ADK, donc de nouveau Google. Et on est resté dessus depuis. Voilà. Pardon ? Parce que ça s'intégrait super bien avec le reste de notre écosystème. Notamment, comme je l'ai dit, la gestion des droits. Donc, par exemple, Vertex AI, donc chez Google, propose un connecteur Confluence. Et pour être sûr qu'un utilisateur ne puisse que voir les documents auxquels il pourrait avoir accès s'il allait directement sur Confluence, le fait d'utiliser cet outil offert par Google nous garantit qu'on n'a pas besoin de gérer ça. Disons, pour une question de simplicité, on peut utiliser les outils Google dans le reste de notre écosystème sans avoir vraiment à se soucier de tous les détails.
Je laisse Luca terminer. Je crois qu'on a déjà On a légèrement Merci dépassé. parlé, pour on peut prendre les questions. cette présentation passionnante. Voir un peu le moteur. On va partager ces infos exclusives. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, on a peut-être 5 minutes de questions. Moi j'ai une petite question par rapport au fait que vous soyez 100% cloud. Compte tenu de ce qui se passe en ce moment d'un point de vue géopolitique, est-ce qu'il y a des challenges au niveau de l'infra à venir en fonction de la législation qui peut, j'allais dire, être promulguée de part et d'autre? C'est pas la première fois qu'on discute de ça. Non, c'est un vrai sujet, malheureusement, vu les contextes. Alors, on est sur cloud. C'est vrai, on est 100% cloud, mais derrière, on est sur des standards plateformes, on peut dire. Donc, on a des microservices sur Cube, on a des Cloud SQL. Donc, s'il y aura des besoins, j'espère vraiment pas, de shift sur de la locality au niveau des runtime, etc., ben, très probablement, il y aura des offres qui vont fournir de la même plateforme de façon compliant, on peut dire ça. Donc, je ne vois pas un besoin de changer la cloudiness de la chose parce qu'on a malheureusement des problèmes de provider. Donc, il y a même aujourd'hui des providers qui font des cubes Swiss-based, qui ont un petit peu les tech stack que nous, on a choisi d'utiliser. On n'a pas poussé cloud au niveau d'utiliser des services que c'est AWS only ou Google only. Donc, on est resté sur la plateforme. Il y avait un slide vite sur les stacks techniques. Il n'y a pas de Google Services spécifiques là-dedans. Il n'y a pas il y a des Kafka, il y a des Kubernetes, il y a des choses qu'on peut rapidement trouver dans des providers différents. Donc, je crois que la cloud, ça va rester, mais si jamais les providers ont à reconsidérer. Ok, merci. Oui, donc, merci pour votre présentation. Alors, moi, ma question est plus au côté business. Par exemple, c'est pas le cas, hein, j'aimerais bien, mais admettons, je suis high net worth people, j'ai beaucoup d'argent, et puis vous essayez de me convaincre, avec l'IA, comment est-ce que vous allez mieux gérer mon argent que, je sais pas, Lombard-Odier, Darier ou n'importe quel, vous voyez? Avec l'IA. Alors, déjà, attendez. Les agents? Non. On fait la slide marketing à la fin. Mais l'offre Alpian commence à partir de 2000 Swiss francs, donc n'hésitez pas à venir chez nous. Après, non, on ne fait pas de l'AI pour la partie investissement. Donc, on fait de l'AI pour aider les wealth managers à faire leur travail, dans le sens. Je vous raconte justement quelque chose de réel par rapport à c'était quoi? C'était dès qu'on a justement mis en place Gemini Enterprise. Et Gemini Enterprise, c'est quelque chose qui c'est vraiment un petit peu un GPT style Google Embedded, qui offre aussi une sorte de UI pour construire des agents de façon très graphique. Donc vraiment, tu peux dire fais ça et fais ça. Et on a commencé à ouvrir le tool à tous les différents départements. On est allé chez Wealth, où on a montré juste la technologie. On a dit, regardez, ça c'est quelque chose où vous pouvez demander des questions par rapport à les données du marché, ou l'état de la finance, etc. Et les matins après, un des advisors il avait construit un agent qui allait scanner les 5 ou 6 sites websites que lui d'habitude les matins allait regarder pour être à jour
what happened in the world. Il avait créé justement cet agent qui allait scanner l'état, il allait faire un petit report, un PDF les matins, juste pour optimiser justement la façon que lui il travaillait comme ça déjà avant. Donc on utilise plutôt les AI comme ça, on utilise en général la technologie pour faire ça, pour être capable de servir, non, de grandir aussi notre client base sans avoir besoin de scale, de grandir seulement où on a la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est pas aller chercher tous les matins, dépenser 2 heures pour aller chercher les news à droite à gauche, mais ça c'est une bonne application justement de la pratique AI. Yes. Merci. Vous êtes une nouvelle banque avec pas de legacy technologique et cela vous a permis d'avancer très rapidement. Ça vous a facilité la tâche. Si maintenant vous vous mettez dans la peau d'une ancienne une banque traditionnelle, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire que vous avez pu réaliser et pourquoi? Alors, qu'est-ce que un petit peu un système, qu'est-ce qu'une banque traditionnelle ne pourrait pas faire? Je crois qu'on a quand même une rapidité de mouvement, d'adaptation, que même chez nous, où on a quand même fait des choix, où on a un petit peu d'interaction avec des services externes, un petit peu moins maniables, on voit que c'est très compliqué de changer parfois. On a un petit peu d'inertie of change. Donc je ne suis pas en mesure vraiment de dire les choses que ce serait tellement différent, mais chez nous, la chose, on a, même dans un contexte de AI, on a, parce qu'on avait la compétence in-house, donc une équipe technique pas externe mais interne qui connaissait et le métier et la technologie et comment on travaille, et changer une tech stack AI, comme on a fait un petit peu, on est parti sur un tech stack LangChain ou LangGraph, on a swifté sur EDK. C'était pas un chantier qui a pris 6 mois avec quelqu'un d'externe qui aidait, etc. On a réussi à le faire de façon très vite, on peut dire ça. Donc je vois quand même une différence de rapidité. L'autre chose, peut-être même plus important, c'est qu'on a construit la plateforme avec les données au centre. Donc, la possibilité de construire from scratch, c'était que tous ces box-là, qui faisaient des choses, des domaines business, payment, card, etc., ils fonctionnaient de la même manière et ils produisaient dans leur responsabilité la donnée comme first concern. Donc, intégrer notre système de paiement à la data warehouse, c'était for free. Et ça, dans mon expérience, pas forcément évident dans un contexte où tu as différentes boîtes construites dans plusieurs années. Et donc, la modélisation de la donnée, ça nous a permis justement d'être très efficace dans l'exploitation. Et AI, et Analytics, et Insight. Donc ça, c'est pour moi quelque chose que ça nous a beaucoup aidé à être efficace dans la mise en place. Merci beaucoup. Voilà, on va clôturer ce meet-up.